Bonsoir à tous. Je vous propose que nous démarrions cette soirée. Je suis donc Marc Bertrand Apato, le DRH de l'AP-HP, et je vous souhaite à toutes et à tous bienvenue pour cette conférence sur le thème santé mentale et travail, la fin d'un tabou. Cette conférence, elle est issue d'un cycle de travail à l'AP-HP qui est commencé maintenant depuis plusieurs mois et cette conférence et ce cycle de travail, il est coordonné, et je veux les remercier en introduction de cette conférence, par le département santé, qualité de vie et conditions de travail de la DRH de l'AP. Et je remercie donc tout particulièrement Marie Audubert-Queneau, Pierrelle Boursali qui est ici dans la table ronde, et puis Juliette Cadouin et Marianne Fourier, évidemment, pour l'organisation de cette conférence et pour tous les travaux, on y reviendra, qui sont engagés à l'AP-HP autour de cette thématique. La santé mentale est aujourd'hui une priorité nationale, on y reviendra, et elle est reconnue comme partie intégrante de la santé globale, au même titre que la santé physique. Et pourtant, et on le sait particulièrement dans le milieu professionnel, elle peut être sujette à des fragilités, et fragilisée par de nombreux facteurs socio-économiques, et puis par l'exercice professionnel en tant que tel. Et donc c'est la raison pour laquelle, afin de prévenir les situations de vulnérabilité qui peuvent se créer au travail, et essayer de mieux les prendre en charge, de mieux les déceler, de mieux les prévenir, et de les prendre en charge, il y a une quarantaine de professionnels qui ont décidé, et je les en remercie, de travailler, d'élaborer un plan d'action qui sera mis en œuvre au sein de notre institution dès le début de l'année 2026. Un plan d'action qui est multifacette, qui a pour objectif d'abord de sensibiliser tous les professionnels de l'AP-HP autour de cette thématique de la santé mentale et du travail, afin aussi de déstigmatiser, de désensibiliser le sujet de la santé mentale, et puis également une série d'actions pour mieux prévenir d'éventuels troubles, d'éventuelles vulnérabilités dans l'exercice professionnel, et puis pour mieux les détecter précocement et de mettre en place des dispositifs d'accompagnement adaptés. L'objectif, c'est de faire en sorte que à l'AP-HP, c'est aussi notre rôle en tant qu'institution de santé, mais aussi en tant qu'employeur, que ces deux objectifs et ces deux missions se rejoignent, et se rejoignent mieux à l'AP-HP encore qu'ailleurs. C'est notre ambition de ce plan d'action. Donc dès le premier semestre 26, nous allons procéder à la parution et à la conception d'un guide de conduite à tenir face à des situations de salariés en situation de vulnérabilité, qui sera à destination de ce que l'on appelle les professionnels relais. Ce sont parfois les premiers interlocuteurs de professionnels qui sont en situation de vulnérabilité. Ça peut être un médecin du travail, une assistante sociale, un référent RH, un préventeur, et puis également aux encadrants, évidemment les managers qui sont bien souvent les premiers concernés par la situation ou la détection de situations de vulnérabilité. Deuxième action, c'est la formation de ces mêmes professionnels relais que j'évoquais tout à l'heure à une formation qui s'appelle Premier secours en santé mentale, qui est une formation développée et qui semble porter un vrai intérêt auprès de ces professionnels relais pour les aider dans ces premiers secours et dans ces situations de vulnérabilité identifiées. Troisième action, une grande campagne de sensibilisation, et je remercie la direction de la communication qui est ici présente et qui nous accompagne dans cette démarche pour participer à cette sensibilisation autour de cette thématique. Et puis quatrième action, nos intervenants peut-être y reviendront tout à l'heure, la conception de dispositifs innovants pour permettre la prévention de l'épuisement professionnel au sein de l'AP-HP avec des dispositifs d'alerte et d'orientation qui, je l'espère, pourront voir le jour dès le premier semestre 26. Voilà, et pour signifier l'ensemble de cet engagement et de ce plan d'action, le directeur général de l'AP, Nicolas Revel, nous rejoindra tout à l'heure pour signer à l'issue de la conférence la charte pour la santé mentale au travail, soutenue par le gouvernement et initiée en août dernier par l'Alliance pour la santé mentale, dont nous avons la chance d'avoir ce soir la déléguée générale présente avec nous.
Et la PHP fera donc ainsi partie des premiers signataires de cette charte et nous en sommes très heureux et très fiers. Voilà, j'en termine rapidement de cette introduction pour vous présenter très rapidement nos invités. Nous avons vraiment le très grand honneur d'avoir avec nous le professeur Franck Bellivier, psychiatre et chef de service à l'hôpital Lariboisière Fernand Vidal et délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie qui évidemment nous accompagne dans cette démarche et que je remercie très sincèrement pour la présence ce soir. Aude Caria, directrice de l'organisme public Psycom, dont je remercie également la présence lors de cette table ronde. Et puis, je l'ai cité tout à l'heure, Angèle Malatre-Lansac, qui est la déléguée générale de l'Alliance pour la santé mentale et avec laquelle nous signerons tout à l'heure la charte. Et un très grand merci pour votre présence ce soir. La conférence a pour objectif d'apporter du contenu, elle a aussi pour objectif d'échanger. Et donc, il y aura évidemment un temps prévu en fin de conférence pour échanger avec nos intervenants, avec les experts qui sont ici dans la pièce. Et également, je l'espère que vous m'avez entendu à distance, il y aura aussi la possibilité d'utiliser le chat pour poser des questions en direct. Voilà, un très grand merci à vous. Très bonne conférence. Et puis... longue vie au plan d'action santé mentale et travail à la PHP. Alors, on va débuter par vous, Aude Caria, si vous en êtes d'accord. Et nous aurions besoin peut-être pour démarrer d'entendre votre explication sur ce que recouvre l'intitulé donc santé mentale. De quoi parle-t-on précisément? Et si vous pouvez aussi nous parler des facteurs de risque et de protection de la santé mentale. Tout à fait. On vous écoute. Merci. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici. Je remercie les organisateurs et les organisatrices d'avoir prévu ce premier temps de sensibilisation et d'avoir mobilisé le Psycom pour réfléchir ensemble à cette question de la santé mentale. Alors, je commence directement en vous disant que oui, on a toutes et tous une santé mentale, même au travail. Voilà. Donc, ça va pas de soi, en fait, de dire ça, parce qu'en général, dès qu'on parle de santé mentale, en fait, on a... des représentations en tête et il y a beaucoup de choses à déconstruire par rapport à, on évoquait la stigmatisation, c'est-à-dire les représentations qu'on a par rapport à qu'est-ce que c'est que la santé mentale, etc. Donc même au travail et même à l'hôpital, et il y a des spécificités, effectivement, des facteurs de risque et des facteurs de protection spécifiques à l'hôpital. Alors avant d'aller plus loin, je déclare que je n'ai pas de lien d'intérêt avec les industries de santé. Le Psycom donc, est un organisme qui, depuis plus de 30 ans maintenant, informe, oriente et sensibilise sur la santé mentale. Donc on a une certaine maturité sur la question. Et donc nos missions principales, c'est d'informer, donc proposer une information fiable, accessible et indépendante, donc qui passe par un site internet à 360 degrés. Vous pouvez trouver toutes sortes d'informations sur la santé mentale sur le site, des brochures d'information, une présence sur les réseaux sociaux, une chaîne YouTube, etc. On oriente, c'est-à-dire que quand on parle de santé mentale, le souci c'est toujours, et ça fait partie de la réflexion interne aussi à l'AP, de savoir vers où on va, où est la porte d'entrée dans l'aide, dans le soin, dans le soutien. Donc des nombreux annuaires disponibles sur le site. Pardon, excusez-moi, je peux pas revenir en arrière. Non, mais c'est pas grave. Aussi, on a une grosse activité de sensibilisation, c'est-à-dire qu'on développe des outils pédagogiques très accessibles, disponibles sur le site pour expliquer ce que c'est que la santé mentale. Et je vais en utiliser un ce soir pour vous expliquer ça. Alors, pourquoi expliquer ce que c'est que la santé mentale? Parce que, en fait, quand on parle de santé mentale, on ne parle pas tous et toutes de la même chose. Voilà, il y a plusieurs. C'est un concept qui a beaucoup évolué au fil des années, et donc il y a des conceptions et des compréhensions de ces deux mots santé mentale qui sont pas toujours équivalentes pour les uns et pour les autres. Donc grosso modo, on peut avoir cette compréhension de dire la santé mentale, en fait, c'est le bien-être. Voilà, c'est quand tout va bien. Je suis en bonne santé mentale et tout va bien. Voilà, et j'ai besoin de rien. Okay. Donc on n'est pas du tout dans la pathologie ou quoi. C'est la bonne santé mentale, la santé mentale positive, le bien-être, le développement personnel, etc. Donc il y a une partie de notre société en fait qui a cette conception-là de dire je parle de santé mentale, je parle de bien-être.
mais c'est différent d'avoir des problèmes psychiatriques. Il y a une autre conception qui est d'utiliser les termes santé mentale pour parler de psychiatrie, mais en faisant moins peur. Voilà. Donc, c'est une euphémisation, en fait. Donc, on va parler de problèmes de santé mentale, de professionnels de santé mentale, de services de santé mentale, de politique de santé mentale. Mais en fait, on parle de services de psychiatrie, de professionnels de psychiatrie, de troubles psychiatriques et de politique de soins psychiatriques, par exemple. Donc là, dans cette conception-là, c'est pareil. Santé mentale et psychiatrie, en fait, c'est la même chose. Donc vous voyez, c'est déjà un petit peu compliqué pour se mettre d'accord. Et puis, au fil de l'évolution de la notion, il y a l'OMS, il y a quelques années, qui a proposé, en fait, que ça soit quelque chose qui concerne toute la population. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'un côté des personnes qui vont bien tout le temps et qui n'ont besoin de rien, et de l'autre côté, des personnes qui vont mal tout le temps, qui ont des troubles psychiatriques et qui ont besoin de soins ad vitam aeternam. Mais de casser un peu cette vision binaire pour dire, non, en fait, la santé mentale, ça concerne toute la population parce qu'on a toutes et tous une santé mentale. Vous avez une santé mentale, j'ai une santé mentale, Angèle a une santé mentale, voilà. Ça ne veut pas dire que j'ai des troubles psy. Ça veut dire que j'ai une santé mentale comme j'ai une santé physique. Et que cette santé mentale, elle évolue tout au long de la vie. Donc c'est ce que je vais vous montrer. Donc c'est cette conception que la santé mentale, c'est un tout. Et à un moment, on peut avoir des troubles psy, à un moment où notre vie est perturbée, on peut avoir des troubles psy, on a besoin de soins peut-être, et puis on peut se rétablir, aller mieux, et notre santé mentale, elle se rééquilibre. Donc pour expliquer ça, on a un petit film qui s'appelle La boussole de la santé mentale. Psycom présente La boussole de la santé mentale. Notre santé mentale bouge en permanence, un peu comme le ferait l'aiguille d'une boussole. Elle va dans des directions différentes, d'un point cardinal à l'autre, sur 2 axes. Le premier, l'axe médical, est celui qui guide pour beaucoup d'entre nous la lecture de notre boussole. Si on a un diagnostic de trouble psychique, alors on ne va pas bien. Sinon, on est en bonne santé mentale. Cela laisse penser que seuls les professionnels de la psychiatrie peuvent comprendre et lire notre boussole. Pourtant, pour mesurer notre santé mentale, un autre axe existe. C'est celui du ressenti psychique, qui passe du bien-être au mal-être et inversement. La plupart du temps, nous savons si nous nous sentons très bien ou très mal. Mais alors, qu'est-ce qui fait bouger l'aiguille de la boussole de notre santé mentale ? À l'image des forces magnétiques qui affolent l'aiguille d'une boussole, des causes extérieures influencent notre santé mentale, comme par exemple nos conditions de vie ou les crises sanitaires, économiques ou climatiques. Les ressources pour lire et comprendre nos états émotionnels varient d'une personne à l'autre. Cette connaissance de nous-mêmes, de nos forces et de nos vulnérabilités dirige donc l'aiguille de notre boussole. Enfin, la vie nous amène à faire des choix qui nous orientent vers des chemins inconnus. Tous ces carrefours de la vie ont aussi un impact sur notre santé mentale. Alors, que nous indique notre boussole ? Comment la lire ? On comprend facilement que si l'on n'a pas de trouble psychique, on se sent plutôt bien dans sa tête. Même si on n'est pas toujours au plus haut sur l'axe du bien-être, même si l'on ressent des coups de blues ou des moments de stress, l'aiguille de notre boussole nous indique que nous nous situons en haut à droite. Mais cet état de bien-être peut changer, on peut descendre vers le mal-être. Par exemple, après la perte d'un parent ou d'une amie, on peut alors se sentir très mal, sans que cela soit lié à un diagnostic de trouble psychique. L'aiguille de notre boussole nous indique que nous nous situons en bas à droite. On comprend facilement que si l'on a un trouble psychique, cela correspond aussi au sentiment d'aller très mal, de vivre une détresse importante. Ce ressenti, associé à d'autres éléments, contribue d'ailleurs à reconnaître un trouble qui s'installe. L'aiguille de notre boussole nous indique alors que nous nous situons en bas à gauche. Mais là encore, cet état n'est pas figé. Il peut évoluer en fonction des circonstances, des aides et des soins reçus. On peut se rétablir d'un trouble psychique, aller mieux, retrouver un équilibre et ressentir un bien-être satisfaisant, même si le trouble persiste. L'aiguille de notre boussole nous indique que nous nous situons en haut à gauche. Ainsi, tout au long de notre vie, notre santé mentale évolue sur ces 2 axes, celui du diagnostic et celui du bien-être. Et nous voyons tous et toutes l'aiguille de notre boussole bouger dans différentes directions, du bien-être au mal-être, d'un trouble psychique au rétablissement. Apprendre à lire cette boussole nous guide dans la compréhension de notre santé mentale.
Donc, vous avez toutes et tous une boussole, en fait. Vous avez toutes et tous une santé mentale, donc vous pouvez tous et tous repartir ce soir avec cette boussole qui vous servira à évaluer l'état de votre santé mentale au jour le jour. Ça vous donne quelques repères. Donc cette notion que la santé mentale c'est universel, ça concerne tout le monde, c'est pas figé, ça évolue tout au long de la vie, et qu'il y a des éléments, comme vous le disiez, nombreux qui influencent notre santé mentale. C'est-à-dire notre santé mentale, elle ne dépend pas seulement de nous. Elle dépend beaucoup de nos conditions de vie, de nos conditions de travail, justement, et de différents autres facteurs. Alors, vous m'interrogez sur les facteurs de risque et de protection, ils se répondent un peu, c'est-à-dire que voilà, si on a un schéma un petit peu général, alors évidemment, il y a les comportements individuels qui influencent sur notre santé et notre santé mentale, mais aussi les facteurs environnementaux, les facteurs socio-économiques, le fait d'avoir accès ou pas à du soin, d'avoir accès à un généraliste, d'avoir accès à des soins remboursés, etc., d'avoir accès à des soins psychologiques pris en charge ou pas. Et donc vous voyez que les facteurs individuels liés au comportement ou au patrimoine génétique avec une part d'hérédité sur certaines pathologies, c'est vraiment minimum par rapport à l'ensemble des autres facteurs qui influencent sur notre santé mentale. Donc ça veut dire que ça peut être à la fois des facteurs de risque, si on prend les conditions de travail par exemple. Les conditions de travail peuvent être un facteur de risque aggravant notre santé mentale ou un facteur de protection. Si on est dans un environnement de travail protecteur qui permet de combiner sa vie privée avec sa vie professionnelle, d'avoir des horaires stables, etc. Donc cette notion-là que c'est pas seulement l'individu, mais c'est beaucoup aussi les conditions de vie de l'individu. Ce qui influence négativement aussi spécifiquement notre santé mentale, c'est l'OMS qui le dit, c'est le fait d'être exposé à de la violence, à des situations de violence. C'est un gros facteur de risque de problèmes de santé mentale, le fait d'être exposé à des violences physiques, psychologiques ou sexuelles. Des phénomènes de stigmatisation et de discrimination aussi, le fait d'être exposé au racisme, au sexisme, au validisme, à la psychophobie, à l'homophobie, à la LGBT-phobie, tout ça, c'est des facteurs qui peuvent entraîner ou aggraver des problèmes de santé mentale. Donc si on veut protéger la santé mentale, on agit pour diminuer ces impacts-là. Et puis les inégalités socio-économiques, évidemment. Et alors, pourquoi c'est important de parler de santé mentale dans le cadre du travail en milieu professionnel ? Parce que ça concerne quand même beaucoup de professionnels. Donc là, il y a une enquête qui montre que c'est 25% des salariés qui se déclarent en mauvaise santé mentale. La majorité des salariés, et Angèle en parlera, qui considèrent que ça devrait être un sujet prioritaire. Et ça, on le voit parce qu'il y a quand même une épidémie de burn-out au niveau international. Un focus particulier parce qu'il y a des facteurs de risque spécifiques pour les femmes, parce que les femmes, c'est pas du fait d'être femme, c'est parce que du fait d'être femme, on est exposé à certains facteurs de risque, donc qui ont un impact, le fait qu'on ait un moindre salaire, qu'on soit responsable de la majorité des tâches domestiques, donc tout ça joue sur l'équilibre. Je pense que voilà, vous comprenez tout à fait ce dont je parle, mesdames et messieurs. Donc quand on doit faire 2 ou 3 journées, c'est sûr que c'est une charge mentale qui joue sur notre santé mentale, l'exposition à la précarité, etc. À l'hôpital, c'est vrai qu'il y a des facteurs un peu spécifiques aussi. Il y a quelques études qui existent. Une étude de 2023 de l'adresse qui dit le personnel hospitalier en fait déclare beaucoup plus souvent de problèmes liés à la santé mentale que l'ensemble des personnes en emploi. Et je rappelle que le terme burn-out, à l'origine, il a été inventé pour décrire l'épuisement professionnel des infirmiers et des infirmières, des soignants en général. Voilà. Donc ça s'origine là, dans le fait que d'être au service de l'autre, etc., on a encore plus de mal à s'arrêter parce qu'on se dit qu'il y a des gens qui vont plus mal que nous et qu'ils ont besoin de nous. Et donc moi j'ai vécu ça, non pas en étant soignante, mais en étant engagée de manière très importante. Donc c'est un facteur de risque majeur à l'hôpital. Et en lien avec les conditions de travail difficiles aussi. Mais ça touche en fait même les soignants en formation.
Donc là, une étude sur les jeunes médecins, étudiants internes et jeunes praticiens, on voit qu'il y a une augmentation des symptômes anxieux, des symptômes dépressifs et des idées suicidaires entre 2017 et 2021. Donc 75% des jeunes médecins ont des troubles anxieux. Ça, c'est quelques autres chiffres aussi, là, avec des inégalités de genre encore par rapport aux professionnels de santé, le fait d'être exposé à des discriminations, à de la stigmatisation du fait d'être femme, d'avoir plus de difficultés à progresser, etc. Et évidemment, il y a aussi l'impact des violences sexuelles et sexistes spécifiques au milieu et à la culture de l'hôpital. Et ça, je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc, et pourquoi, et je terminerai là-dessus, pourquoi il faut en parler? Je pense qu'on a tous compris, parce que plus on en parle, moins on a peur, moins on a honte. Et plus on en parle, plus on peut parler. C'est la première étape pour chercher de l'aide. Voilà. Et ça peut pas être une réponse individuelle seulement, de dire aux gens, tu vas pas bien, va voir un psy, fais du yoga, va embrasser les arbres. Ça va pas suffire, parce qu'il faut vraiment une mobilisation collective de l'ensemble du système, parce que comme les facteurs de risque et les facteurs de protection sont systémiques, il faut que ce soit l'ensemble du système. Donc, au niveau du travail, ça veut dire intervenir à tous ces niveaux-là, c'est-à-dire promouvoir la santé mentale positive, ça veut dire prévenir les problèmes, avoir des repérages de signes d'alerte, etc. On l'a évoqué avec le programme PSSM, par exemple. Encadrer aussi et accompagner le retour au travail après une absence du fait de troubles psy, parce que ça, c'est important aussi. Et puis, toute la question de l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes qui ont un trouble de santé mentale un peu au long cours. Et donc là, évidemment, les DRH sont très en responsabilité sur l'ensemble de ces dimensions sur lesquelles on peut agir. Et c'est dans ce cadre-là. Alors, on peut agir aussi, moi, je vous donner quelques éléments pour vous donner quelques éléments à disposition du psychom, avec des fiches repères très simples pour savoir repérer les signes d'alerte, pour savoir auprès de qui demander de l'aide, etc. Toutes les ressources d'information, parce que s'informer sur ces questions-là, c'est important aussi, avec des thématiques spécifiques, santé mentale au travail, santé mentale des parents, etc. Et puis avec des outils pédagogiques qui permettent, comme la boussole de la santé mentale, mais en allant un petit peu plus loin, de comprendre cette vision systémique de la santé mentale. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, on va vous écouter maintenant, si vous le voulez bien, Franck Bellivier. L'une des questions qu'on se pose, c'est est-ce que vous considérez que le sujet de la santé mentale est mieux abordé, mieux pris en compte aujourd'hui en milieu professionnel qu'il ne l'a été par le passé? Quelle est votre perception de l'évolution de la prise en compte de la santé mentale? Du coup, j'ai fait... D'abord, merci beaucoup pour l'invitation, parce que c'est un de mes sujets préférés en ce moment, la santé mentale au travail et la santé mentale des soignants aussi. Mais donc, pour répondre à cette première question que vous m'avez adressée et que j'ai eu le temps de préparer, j'ai essayé de refaire un petit historique. On constate, avec les événements récents, que c'est clairement un sujet émergent, mais finalement, mon historique à moi, il part du lancement de la feuille de route santé mentale et psychiatrie par Agnès Buzyn en 2018, qui a été un moment, ça s'est confirmé après, d'engagement politique et financier important en faveur de réformes dans le champ de la prévention, dans le champ du soin et dans le champ de l'inclusion sociale. Et l'enjeu de la santé mentale au travail figure dès la première version. Cette feuille de route a été considérablement enrichie ensuite, mais dès sa première version, cet enjeu de la santé mentale au travail est mentionné. Alors, c'est pas pour ça qu'il est devenu très visible. Il est devenu très visible ensuite. Il y a eu des étapes importantes que je voudrais rappeler. Le président de la République a commandé des assises de la santé mentale et de la psychiatrie en septembre 2021 qui se sont tenues. Et on a eu une intervention remarquée de la Direction générale du travail à l'occasion de ces assises. Et finalement, dans le plan d'action qui est venu enrichir la feuille de route et qui est issu des assises, il y avait eu déjà des premières mesures en faveur de la santé mentale au travail. Il y a un rapport remarqué en 2022 du Haut Conseil de la santé publique qui a fait un panorama très complet des enjeux et une place importante était occupée par la mobilisation du monde du travail en faveur de
la promotion et de la prévention dans le champ de la santé mentale. De Normandie a produit un rapport en 2023 et là, il explicite très clairement la nécessité de lancer des plans d'action de santé mentale au travail. Le programme Premier Secours en santé mentale, dont on va pas mal parler aujourd'hui, a été inscrit entre 2022 et 2023 au plan de formation des 3 fonctions publiques, donc officialisant l'utilité de ce programme à destination des employés des 3 fonctions publiques. Et puis, il y a eu depuis, pour accélérer un petit peu l'historique de cette mobilisation en faveur de la santé mentale au travail, une année de grande cause 2025 qui a été extrêmement riche dans ce domaine-là, grâce notamment au plaidoyer porté par l'Alliance et Angèle, qui a organisé plusieurs événements et participé à plusieurs événements sur cette thématique-là. Encore tout récemment, Cap Santé Mentale, qui a été un rendez-vous de 3 jours sur l'esplanade de Montparnasse avec le lancement de la charte qui a connu finalement un succès presque inattendu, puisque au tout début on parlait de 30 signataires, et puis quand je suis arrivé à Cap Santé Mentale, on était à 173, et je crois que ça a encore augmenté. Pour signaler la mobilisation en faveur de la santé mentale au travail, il faut également citer le volet santé mentale du plan de santé au travail dans sa version 4, qui est en train d'être retravaillé pour le PST 5, et où là encore on va voir grossir la mobilisation en faveur de la santé mentale au travail. Voilà, je ne veux pas être trop long, mais pour l'historique, j'ai repéré ces principaux jalons-là. Merci beaucoup. Et alors, Aude Carrier a évoqué avant vous le fait que la population hospitalière serait à risque. Quelle est votre perception du sujet? Et si oui, pour quelles raisons? Enfin, comment vous comprenez ça? Alors, d'abord, l'épidémiologie nous dit ça depuis longtemps. Les soignants sont leaders dans les causes de mortalité par suicide, par exemple. On est juste derrière les agriculteurs. Donc, si on regarde la mortalité suicidaire par profession, les soignants sont je dirais, dans les professions les plus à risque. C'est un indicateur indirect, composite, mais on a d'autres études épidémiologiques qui montrent que les indicateurs de dépression, d'anxiété, d'addiction, de conduite suicidaire, donc concernent particulièrement le monde soignant. Les chiffres, Aude a parlé tout à l'heure de burn-out. Les études sont à peu près d'accord pour dire que les soignants, dans les grandes enquêtes, ont expérimenté au moins une fois une situation de burn-out. C'est 60% chez les soignants et c'est 34% dans la population générale. Donc l'expérience une fois dans sa vie d'une situation de burn-out, avec des outils de mesure qui étaient assez corrects. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? On parle beaucoup du burn-out. Les causes, c'est très multidéterminé. Je pense que l'engagement au-delà de ses propres ressources ou à ses dépens, c'est assez typiquement des comportements de soignants. Mais la santé mentale des soignants, elle est multidéterminée. Elle n'est pas déterminée que par leur travail. Mais il y a cependant des choses qui sont spécifiques aux soignants. Les situations de burn-out sont finalement bien connu, bien mesuré, bien caractérisé. Et pour faire très schématique, l'hôpital, depuis une vingtaine d'années, connaît des cycles récurrents de postes vacants qui augmentent la charge de travail des gens qui restent, qui contribuent à produire du burn-out et qui contribuent à des départs. Et on a vu d'ailleurs qu'il y a eu des cycles répétés de départ des soignants de l'hôpital public. Ces déterminants de situation de burn-out qui concernent particulièrement les soignants ne me paraissent pas épuiser le sujet de ce que les soignants disent quand ils quittent l'hôpital, qui est la perte de sens. Puisque c'est ça, en gros, les enquêtes de ce désamour pour l'hôpital, en particulier pour l'hôpital public, c'est souvent ça qui est évoqué. Ma mission, je perds du sens. Donc la fréquence, la prévalence des situations de burn-out ne me paraît pas épuiser le sujet. Il faut également convoquer une autre notion qui est celle des blessures morales.
Dans ces situations de forte pression auxquelles sont confrontés les soignants, dans toutes les disciplines, c'est particulièrement vrai en psychiatrie, les soignants, médecins, infirmiers, aides-soignants peuvent se retrouver dans des situations de pratiques qui heurtent, qui violent leur code moral, leur code de déontologie, leur code éthique. Et ça contribue beaucoup à une perte de sens. Être obligé de faire sortir une jeune fille de 17 ans qui vient de faire une tentative de suicide parce qu'on ne trouve pas de lit, ça contribue à perdre du sens. Maintenir attaché aux urgences sur un brancard un patient pendant 24, 48, 72 heures parce qu'on ne trouve pas de lit d'aval, quand on rentre à la maison de soins, on n'est pas sûr d'avoir fait du bon boulot. Quand on fait sortir prématurément un patient alors qu'on sait que les soins ne sont pas terminés, parce qu'on a besoin d'un lit, là aussi, ça peut contribuer à nourrir ce sentiment de perte de sens. Lorsque la confrontation à des situations stressantes, anxiogènes, la mort, la souffrance, et que les soignants ne sont pas accompagnés, ça peut aussi nourrir ce sentiment de perte de sens. Et donc, finalement, c'est propre à toutes les disciplines médicales. Vous allez m'interroger tout à l'heure, mais je vais devancer pour une partie des réponses. Le burn-out, ça renvoie à des stratégies individuelles, codifier les temps de rupture, les temps de repos, le massage des mains, la méditation en pleine conscience, le yoga, qui s'insère d'ailleurs avec beaucoup de succès dans les communautés soignantes. La prévention des blessures morales, ça relève de l'institution. Il faut que l'institution porte comme une valeur ce code de bonne conduite morale, éthique, qui est celle des soignants dans leur pratique. Donc c'est plutôt des actions qui sont apportées par l'institution comme une valeur collective, portée collectivement. Et alors, est-ce que vous préconisez la mise en place de certaines actions d'une autre nature encore, qui, de votre point de vue, correspondraient bien aux problématiques que vous venez de soulever ? Alors, M. Bertrand Matpato a parlé tout à l'heure d'un programme d'action, donc je connais les grandes lignes et qui est très complet. D'ailleurs, je dois saluer cet engagement de la PHP parce que finalement, les grands axes de ce plan vont se retrouver dans ce que je vais vous proposer. Et j'aime bien la métaphore du sport. On a pendant l'année des Jeux Olympiques au ministère, on a eu beaucoup de contacts avec des sportifs de haut niveau pour voir un petit peu comment se faisait le lien entre sport de haut niveau et santé mentale. Et ils étaient assez unanimes pour évoquer ce double lien, c'est-à-dire la recherche de la performance sportive comme un facteur pouvant impacter la santé mentale, et la promotion d'une bonne santé mentale comme déterminant de la performance sportive. Eh bien, je pense que dans le monde du travail, c'est vrai à l'hôpital, c'est vrai dans le monde économique, la recherche de la performance d'un collectif de travail peut impacter la santé mentale. Et de la même manière, la bonne santé mentale ou la bonne promotion d'une bonne santé mentale au sein d'un collectif de travail est un déterminant de la performance de l'institution. Donc des campagnes d'information, M. Bertrand Matpato en a parlé, la formation des managers, c'est vrai que de la souffrance au travail peut naître d'un certain nombre de défauts de prise en compte de ces enjeux de santé mentale ou de maladresse managériale. Et en tout cas, c'est important que les managers s'approprient cette dimension-là pour mieux la prendre en compte, ne pas détourner le regard. C'est vrai que les sujets de souffrance psychique peuvent mettre certains managers insuffisamment formés en situation d'un ressenti de culpabilité. C'est de ma faute s'il ne va pas bien, et comme je ne sais pas quoi faire, je détourne le regard. Donc former les managers, c'est très important. Promotion des valeurs institutionnelles, nos valeurs collectives, qui, comme je le disais, qui sont des mesures qui peuvent contribuer à prévenir les blessures morales. Et puis le secourisme en santé mentale, ça c'est très important. Mais il faut que ce soit porté par les communautés de professionnels de terrain, pas prescrit par la hiérarchie, parce que c'est un outil. Donc on connaît le secourisme en santé mentale comme un outil citoyen qui a vocation à se déployer dans tous les milieux, et c'est vrai aussi à l'hôpital. C'est un peu contre-intuitif parce que les soignants pensent qu'ils sont immunisés contre les problèmes de santé mentale,
puisqu'ils sont dévoués à la cause des autres, alors qu'en fait, ils sont plus concernés. Et donc, ça permet de créer des communautés bienveillantes, attentives, et surtout qui peuvent proposer des premières solutions de médiation vers les ressources qui aident. Et donc, c'est le contraire de détourner le regard quand on a un collègue de travail qui ne va pas bien. C'est au contraire avoir quelques clés pour engager un dialogue et aider les soignants qui ne vont pas bien à sortir de leur clandestinité, puisque une grande caractéristique des soignants qui ne vont pas bien, c'est d'être clandestins et d'avoir du mal à franchir le pas et à prendre la parole. Et si une communauté assume comme une valeur collective qu'on sait que les soignants peuvent ne pas aller bien, on est outillé pour ça. Il y a des personnes ressources. Et du coup, je pense que c'est un facteur, enfin l'expérience montre que c'est un facteur assez déterminant pour faciliter l'accès aux ressources qui aident. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole à Angèle Malâtre-Lansac. Donc, vous êtes à l'origine de la mise en place de cette fameuse charte de la santé mentale au travail que la PHP s'apprête à signer à vos côtés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a amené à vous engager dans cette aventure? Pourquoi avoir porté ce projet-là et sur la base de quel constat? Oui, merci beaucoup et merci d'organiser ce débat. L'Alliance pour la santé mentale, c'est donc une plateforme qui à la fois cherche à fédérer les acteurs du champ à travers tout un collectif d'acteurs et de parties prenantes qu'on co-anime, et le Psycom en fait partie, et beaucoup d'autres acteurs, puisqu'on a 3400 organisations de la santé mentale qui s'impliquent dans ce collectif-là. C'est aussi une plateforme de mobilisation et de sensibilisation au-delà du champ de la santé mentale, comment mobiliser le monde économique, les collectivités locales, le monde de la jeunesse autour de ces sujets, parce que comme on l'a dit, c'est vraiment un sujet très global et qui ne concerne pas uniquement la psychiatrie et le sanitaire, mais voilà, un sujet sociétal. Et puis une plateforme de plaidoyer également pour essayer de faire bouger les lignes sur ce sujet. Donc ça a été dit, la santé mentale a vraiment pris une dimension sociétale inédite, et là la France a rattrapé en quelques années, j'ai envie de dire, le retard par rapport à d'autres pays. Beaucoup de pays avaient commencé à s'intéresser énormément au sujet, je pense aux pays anglo-saxons qui parlaient énormément de cette thématique-là depuis le début des années 2000. En France, on a attendu la crise sanitaire et les effets, notamment sur la santé mentale des jeunes, pour voir cet effet. Et évidemment, les organisations de travail, elles sont traversées par ces évolutions de la société. On ne laisse pas sa santé, ni physique ni mentale, à la porte de son entreprise ou de son organisation de travail. C'est un miroir en fait de la société. Et effectivement, c'est comment on fait face à cette montée en puissance à la fois de la dégradation de la santé mentale, parce qu'on sait que les chiffres sont inquiétants chez certaines populations, notamment on a parlé des femmes, on parle aussi des jeunes et des populations qui sont particulièrement vulnérables. Et ça se ressent dans les collectifs de travail, bien sûr. Et puis, il y a aussi cette montée de l'intime et en fait une envie, et tu ressortais ce chiffre, Aude, de 90% des salariés qui pensent que ce sujet doit être évoqué dans l'entreprise et que c'est important. Donc, il y a ce besoin aujourd'hui d'en parler davantage. Donc, face à ça, effectivement, les collectifs de travail doivent s'engager et se mobiliser. Il y a un devoir, évidemment, une responsabilité légale, réglementaire autour de ce sujet-là depuis de nombreuses années. Il y a une responsabilité aussi éthique, mais au-delà de ça, il y a, et tu le disais, un enjeu de performance durable, d'engagement, d'attractivité, qui fait que finalement ce sujet-là, il devient intéressant, important, et il est pris de plus en plus à haut niveau dans les organisations. Et nous, on a lancé un groupe de travail, donc il y a début d'année, là, donc ça fait 11 mois qu'on travaille sur cette charte, en réunissant donc des DRH, des directeurs ou des patrons de groupes, des organisations syndicales, des experts, menant pas mal d'auditions, en se disant qu'est-ce qu'on pourrait apporter pour mettre une pierre à cet édifice-là, essayer de mobiliser un maximum autour de ce sujet-là et d'embarquer les entreprises. Et c'est vrai que très vite, alors revient le point un peu, évidemment, des arrêts de travail, puisque c'est la première cause d'arrêt de maladie de longue durée qui revient beaucoup, notamment chez les jeunes, les arrêts longs chez les jeunes qui sont un phénomène assez nouveau, donc les entreprises sont très conscientes de ça, les organisations de travail le voient, mais aussi ce sujet de marque employeur, d'attractivité, d'engagement, de donner du sens, et du coup d'avoir envie d'afficher aussi le fait que l'entreprise se mobilise sur ce sujet, ou qu'elle soit publique ou privée, évidemment. Et donc nous, on a lancé le 28 août, alors on l'a lancé dans un contexte très économique, puisqu'on l'a lancé aux universités d'été du MEDEF, donc face vraiment à des entreprises. Cette charte qui est donc coportée par le ministère du Travail, donc c'est une charte qui a aussi cette portée un peu institutionnelle, dans l'idée de se dire il faut qu'on ait un référentiel commun pour l'ensemble des organisations, publiques ou privées, pour qu'elles puissent valoriser et qu'on
comprendre en fait comment elles pouvaient s'organiser autour de ce sujet-là. Ce qui revient beaucoup dans nos discussions, c'est le côté un peu démuni. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas comment agir. Qu'est-ce qui peut être fait sur ce sujet-là? Parce que, encore une fois, ça arrive de façon très forte. Depuis la crise sanitaire, il y a une prise de conscience, mais le sujet existait bien avant. Mais finalement, pour les entreprises et les organisations, c'est un sujet dont elles s'emparent de façon assez récente. Même les plus matures sur le sujet, elles ont 5-10 ans maximum de maturité sur cette thématique. Donc il y a un besoin d'échanger des bonnes pratiques et de comprendre ce qui se fait. La charte, elle est organisée autour de 4 axes. Je vous l'avais, mais voilà, ils apparaissent là, super. Donc il y a un premier axe autour des. Oui. Je pense en effet que tout le monde dans la salle ne connaît pas l'existence de la charte et ça mérite quelques explications. Bien sûr, oui. Donc vous voyez là, ces 4 axes. Donc c'est assez simple, mais effectivement, ces enjeux de sensibilisation. La première chose, c'est sensibiliser pour que déjà qu'on ait un référentiel de discours commun, parce qu'Aude disait, on met pas tous la même chose derrière la santé mentale, et donc ça passe par de la formation. On parlait des premiers secours, évidemment, c'est extrêmement intéressant. Tout ce qui peut être fait pour libérer la parole, ça peut être des conférences par des personnes concernées, ça peut être des campagnes de communication. Enfin, dans votre plan d'action, il y a plusieurs actions qui regroupent cet axe-là, évidemment. Le deuxième enjeu, c'est évidemment le dialogue social, évidemment, c'est un sujet qui doit embarquer l'ensemble des parties prenantes des organisations. Et là-dessus, travailler vraiment sur notamment les enjeux de prévention qui sont extrêmement importants. Le troisième axe, c'est celui de l'amélioration continue des conditions de travail, parce qu'évidemment, les conditions de travail, c'est très lié, avec un focus. Alors là, ils sont plus détaillés dans la charte que vous pourrez trouver sur le site de l'Alliance pour la santé mentale, mais c'est vrai que sur cet enjeu des conditions de travail, on insiste beaucoup sur les publics vulnérables. On parlait des primo-arrivants, des jeunes, des femmes. Le middle management aussi, qui est très, en fait, un peu compressé et qui a parfois une forte dégradation de sa santé mentale et aussi une forte solitude aussi dans la façon de gérer ce sujet-là. Et puis enfin, c'est comment on accompagne les situations individuelles, comment est-ce qu'on a des ressources, soit en interne, quand on est suffisamment large pour avoir une médecine du travail qui fonctionne bien, des psychologues en interne, des services dédiés de santé au travail qui sont dédiés à ça, pour des plus petits groupes, parce que nous on s'adresse aussi à des PME, à des TPE, ça peut être de s'appuyer sur des ressources externes, mais il faut pouvoir proposer quelque chose rapidement et que ces ressources-là, elles soient connues par les salariés. Donc voilà, ces 4 axes assez simples qui constituent vraiment un espèce de référentiel sur lequel s'engager. Et on demande aux organisations de s'engager sur 3 ans à travers un plan d'action, comme celui que vous avez évoqué, donc de nous dire un peu qu'est-ce qu'elles vont mettre en place, et puis aussi de faire une remontée d'indicateurs, c'est de pouvoir questionner les salariés de façon régulière sur est-ce qu'ils ont connaissance de ces ressources, est-ce qu'ils ont eu une formation sur ce sujet, juste pour s'assurer effectivement que ça passe bien, parce que parfois les entreprises mettent beaucoup de choses en place, et finalement personne n'est au courant, personne ne sait qu'il y a cette ligne d'écoute, personne n'a eu cette formation ou a accédé au webinaire qui aurait été très intéressant. Donc voilà, c'est aussi important de pouvoir marteler toujours autour de ce sujet-là, c'est vraiment très important. Et puis évidemment, voilà. Donc sous nous, ça va nous permettre aussi de mesurer l'impact, d'aller regarder par secteur d'activité aussi comment ça se passe dans les entreprises. Juste pour vous dire, donc effectivement, on l'a lancé aux universités d'été du MEDEF pour l'annoncer, et on a eu la semaine dernière, donc le 20 novembre dernier, les entreprises pionnières, dont la PHP, voilà, qui ont été effectivement annoncées à ce moment-là, et on est très content parce qu'en fait, naturellement, spontanément, en fait, beaucoup d'organisations sont venues à nous. Parmi ces organisations, donc 170, 50% de PME, TPE. Ce qui est aussi intéressant, c'est pas. Moi, j'avais un peu au début, quand on l'a lancé, on s'est dit on va avoir que des grands groupes du privé, plutôt du secteur assurantiel. Voilà, moi j'avais imaginé ça. Et en réalité, on a tous les secteurs d'activité qui sont représentés. On a 20%. Auprès de 20% de public et associatif, donc il faut faire monter le secteur public. C'est très important aussi d'être là aujourd'hui et qu'on puisse travailler sur ce sujet-là pour qu'il y ait davantage d'organisations publiques qui s'engagent, et aussi qu'on puisse mailler tout le territoire. Alors on a déjà maillé pas mal, mais c'est vrai qu'on a cet enjeu-là à l'avenir. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire, et vraiment merci parce que c'est très symbolique, la PHP évidemment sur ce sujet, la santé mentale des soignants et de ceux qui prennent soin de nous. C'est un sujet absolument prioritaire, donc vous pouvez compter sur l'Alliance pour vous accompagner dans tout ce plan d'action et toutes ces actions que vous allez engager. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour vos interventions à chacun. Je vous propose, avant de passer donc à la signature de la charte par le directeur général et à vos côtés, madame, qu'il y ait un petit temps de questions-réponses, donc d'un peu plus d'une dizaine de minutes, si je suis la gardienne du temps. Donc, est-ce que dans la salle, déjà, on a quelques questions? Oui, monsieur Lormet. Bonjour. Alors,
suite à vos interventions, je m'interroge sur la façon dont la PHP peut davantage s'outiller et outiller notamment ses encadrants pour assurer sa mission d'accès et de maintien dans l'emploi des personnes avec des troubles que vous avez appelés en santé mentale. J'aimerais avoir un peu des idées. En tout cas, il y a pas mal de dispositifs d'accompagnement des personnes en situation de handicap psychique ou qui sont porteurs d'une pathologie psychique. Mais cet enjeu-là est souvent perçu comme un fardeau. Or, toutes les études de l'emploi accompagné, parce qu'on a beaucoup d'expérimentations d'emploi accompagné, des personnes en situation de handicap psychique, il faut accompagner l'employeur, il faut accompagner la personne concernée, montre que la réussite de cette intégration est très bénéfique à la personne concernée qui trouve son insertion professionnelle, mais aussi très bénéfique au collectif. C'est-à-dire ce travail d'inclusion, il est aussi vertueux pour l'objectif que je citais tout à l'heure de créer des communautés attentives, bienveillantes, inclusives. Donc ça vaut le coup. Les dispositifs, ils sont d'amont, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en place pour adapter un poste, se familiariser avec la situation individuelle d'une personne et comment on peut au mieux valoriser ses compétences parce qu'il y a des personnes qui sont dans certains domaines effectivement en difficulté et qui sont beaucoup plus performants que la moyenne dans d'autres. Donc finalement, il y a un enjeu de personnalisation dans ce travail d'intégration. Dans le maintien, je dirais que c'est des dispositifs un petit peu de suivi et d'itération successive, une fois l'intégration qui est faite, de s'assurer que et l'environnement et la personne a besoin ou pas d'ajustement. Et ça a été mentionné tout à l'heure, pour les périodes d'arrêt, des dispositifs d'accompagnement lors de la reprise, qui peuvent être un peu spécifiques, parce que ça, c'est pas juste la fin de l'arrêt de travail qui signifie la capacité à reprendre le travail. Donc, et ça c'est vrai, ces stratégies-là, notamment d'accompagnement au retour, c'est vrai pour les personnes qui sont porteuses d'une pathologie psychique, une fois qu'elle est stabilisée, qu'il est rétabli. Mais c'est aussi vrai pour le retour à l'emploi de personnes qui n'ont pas forcément une pathologie psychique, mais qui ont eu à connaître des situations de souffrance psychique qui ont imposé un arrêt de travail. Comme le disait Aude dans sa présentation, on peut avoir une pathologie psychique rétablie et une très bonne santé mentale, et on peut être indemne d'une pathologie psychique et être pendant une certaine période très en difficulté dans la vie de tous les jours et donc au travail. Et donc c'est ce que je viens d'énoncer là comme stratégie un peu générale, en amont, pendant et en aval, enfin au moment du retour, s'applique également pour les personnes qui ont eu à connaître des périodes de souffrance psychique et des arrêts de travail. Merci. Si je peux compléter, je pense qu'il y a une dimension importante aussi, je te rejoins complètement sur l'accompagnement global, mais de travailler sur la question des représentations qu'on a par rapport aux personnes en situation de difficulté psychique. Parce que souvent, la difficulté du maintien dans l'emploi ou du retour dans l'emploi, elle est aussi dans un contexte où on a certaines représentations péjoratives qui nourrissent une stigmatisation assez forte par rapport à ça, et donc qui facilite pas non plus l'inclusion, puisque ça facilite plutôt l'exclusion, la stigmatisation. Voilà. Donc il y a aussi un travail pour changer les représentations. C'est un peu ce qui est proposé par cette vision globale de la santé mentale que je vous ai proposée. À partir du moment où on pense que on accepte, on comprend qu'on a toutes et tous une santé mentale, ça change un petit peu la manière de voir les choses, quoi. On est moins dans une vision binaire et dans une stigmatisation qui nourrit la discrimination et l'exclusion.
Merci. Je vous propose qu'on prenne une question à distance, justement. On a quelqu'un qui nous demande comment pouvons-nous déstigmatiser la compétence professionnelle de quelqu'un qui aborde sa santé mentale avec sa hiérarchie, justement. En fait, comment déstigmatiser, je pense, ce sujet quand quelqu'un veut aborder sa santé mentale avec sa hiérarchie. Voilà. Comment on peut outiller et aider, je pense, la hiérarchie à aborder le sujet avec ce professionnel sans qu'il ne passe pour quelqu'un d'un peu, je ne sais pas comment le qualifier. Mais la question, elle est peut-être sur dire ou pas si on a des problèmes de santé mentale. La possibilité d'en parler plus comme c'est ouvertement. à l'écrit, c'est un peu compliqué, Oui, mais voilà. la personne détaille un petit peu en sens. disant « Je pense qu'une des raisons pour laquelle les employés n'abordent pas sa santé mentale au travail, car ils ont peur d'être vus comme incompétents. » Oui. Oui, on retombe sur les enjeux de stigmatisation, c'est-à-dire que le fait d'avoir des problèmes psy, c'est équivalent à être incapable, chronique, pas fiable, etc. Ce qui n'est pas associé à d'autres pathologies, forcément. Mais moi, je suis convaincue que plus on en parle, moins on a peur, moins on a honte. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut non plus raconter tout à tout le monde et n'importe quoi. Mais c'est ouvrir la conversation sur ces questions-là. Ça banalise un peu les choses et ça fait un peu moins peur. C'est ce qu'on évoquait là. Après, sur la question de dire ou pas son diagnostic à son employeur, etc., là, c'est ou faire ou pas son coming out psy en situation professionnelle, c'est un autre sujet, en fait. Il n'y a aucune obligation. Pour changer les représentations, et c'est vrai au sein d'une communauté, si la parole peut se libérer un petit peu, le moyen le plus efficace pour changer les représentations, c'est d'exposer le collectif à des expériences personnelles qui peuvent être issues du collectif lui-même. Moi, j'ai eu l'expérience d'eux. On pourrait faire l'exercice ensemble. Là, je demande à celles et ceux qui ont eu à connaître un moment de difficulté, d'incapacité lors d'un état de souffrance psychique, il y a un quart de la salle qui est censé lever la main. Mais finalement, encore plus si c'est des soignants. Mais donc, finalement, ce qui tranquillise beaucoup, c'est le partage de l'expérience. Et du coup, le partage de l'expérience, ça inclut l'expérience du rétablissement. Ça a été possible de se rétablir. Parce que la représentation qu'on a des troubles psy, c'est on est bon pour la casse. C'est des maladies chroniques, incurables, les traitements sont à vie. C'est ça la représentation qu'on a des troubles psy. Et quand on rentre dans le détail, il y a une très grande majorité de personnes qui ont eu à connaître des moments d'incapacité liés à des troubles psy qui en fait se rétablissent. Très grande majorité. Et donc on a plein d'expériences à partager. En tout cas, moi, dans mon expérience où il s'agissait de traiter spécifiquement quelles représentations on a, faire prendre la parole à une personne qui a eu une expérience de rétablissement, ça produit un effet majeur. Et quand je parle de mes propres expériences, ça produit aussi un effet. Donc prendre la parole en tant que personne concernée et notamment par un rétablissement, ça contribue à changer les représentations. On a eu une expérience très fameuse de cela lors de la conférence de Philippa Mott au ministère de la Santé. Philippa Mott, elle a écrit un livre qui s'intitule « C'est moi qu'on enferme ». Donc elle a une expérience d'hospitalisation en psychiatrie avec des troubles assez sévères pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui, elle est rétablie, elle est coach en entreprise et elle a accepté de donner une conférence qui était éblouissante sur son expérience du rétablissement. Et ce qui a été intéressant lors de cette séquence, c'est la séance de questions-réponses. Donc c'était un événement qui a été organisé au moment des semaines d'information en santé mentale. On a au ministère organisé un certain nombre d'événements, conférences, projections de films, etc., à destination du personnel du ministère de la Santé. Et donc ce qui a été intéressant à la suite de cette conférence, c'est les prises de parole. Et les 2 premières prises de parole ont été par des agents du ministère qui ont témoigné de leur expérience. Alors je ne vais pas détailler parce qu'elles sont assez exemplaires, ces deux prises de parole, mais en tout cas juste pour indiquer que
à la suite de la prise de parole de Philippe Amott qui parlait de son expérience, tout de suite, les premières prises de parole ont été « et moi aussi, et il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé ». Et voilà, donc c'est un grand facilitateur. Vous connaissez quelqu'un qui a jamais eu... vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a jamais eu de problème de santé mentale? Je sais pas, je vous laisse avec la question, vous réfléchirez toute la nuit. Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être? Oui, madame. Je vais vous aider. Je suis représentant syndical, Monsieur Revel, vous nous connaissez, à l'hôpital Henri Mondor, et Monsieur Bellivier, vous avez exercé à Henri Mondor à Créteil. C'est des bons souvenirs. Et nous sommes très sensibles à ce que vous avez dit sur la formation des managers. Parce que parfois, justement, ils détournent le regard et quand il y a un conflit, ils ne règlent pas, ça laisse pourrir la situation et ça finit toujours très mal. Donc nous sommes très exposés aux situations individuelles en tant que syndicat. Et nous, si vous allez signer cette charte, Monsieur Revel, et nous espérons qu'il y a des moyens pour pouvoir mettre en œuvre toutes ces actions. Et merci pour vos actions qui sont en cours, certainement, mais nous, on a besoin de moyens. Merci, madame. Alors, peut-être, si le directeur général souhaite un mot de la fin, un petit mot de conclusion avant de venir signer la charte aux côtés d'Angèle Malâtre. Mais écoutez, désolé d'avoir loupé le début, voilà, mais j'espère avoir... voilà, je vous ai loupé vous, mais je pense avoir attrapé l'essentiel. Voilà, bon, très heureux de vous rejoindre, très heureux, bien sûr, de signer cette charte dans une seconde. Je pense que c'est en effet le signe d'une volonté forte de notre institution, qui est portée très collectivement. Tout ça n'est pas une initiative du seul directeur général, tout ça est un mouvement, je crois, très sincère, volonté d'engagement sur ce sujet de la santé mentale des soignants, et qui, comme vous l'avez dit, je pense, quelque chose qui déjà, quand on le dit, quelque chose est quelque part même presque un peu choquant. Enfin voilà, je pense que les gens, quand on leur dit que les soignants ont des problèmes de santé mentale, il y a quelque chose, une sorte de dissonance qui fait que déjà les choses sont compliqué à porter. Je pense que c'est important ainsi qu'on le porte. D'abord parce que de manière générale, je pense que notre pays encore sous-estime ce que sont les pathologies, les troubles de santé mentale. Moi-même, quand pour la première pierre d'Idéal, je m'étais devant une assemblée très large, il y avait bien 300 personnes, j'avais dit, et là c'était plutôt Idéal, c'est une installation du service de David Cohen en pédopsie à Trousseau. Il dit on demanderait ici à toutes les personnes qui ont des enfants de dire qui parmi vous a eu un enfant qui a eu à un moment donné soit un trouble du neurodéveloppement, soit un épisode à un moment donné lié. Je pense qu'on serait là aussi très surpris du nombre de mains qui se lèveraient, parce que ce sujet est en effet, vous l'avez dit, je ne sais pas quel est le bon terme, enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est une augmentation, une explosion, mais quelque chose qui est, je crois, très profondément impressionnant, inquiétant et sous-estimé. Voilà. Et je pense que c'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour les adultes, et vous l'avez dit, moi je n'en avais pas vraiment d'ailleurs cette perception à ce point dans la communauté des soignants et des médecins. Les pourcentages que vous avez exprimés, effectivement, j'avais une notion de cela, mais pas à ce point. Ça s'explique évidemment, parce que comme vous l'avez dit, c'est cette dissonance par rapport à ce qui est la perte de sens, elle est d'autant plus forte dans le soin que le sens est puissant. Je pense que le problème de la perte de sens dans des activités privées, banales, probablement peut exister, mais elle est encore plus forte quand la mission qui nous porte, c'est de prendre soin. Bon, et quand on a le sentiment que sur ce qui est voilà, le cœur de la mission est de prendre soin, on est en écart, en contradiction, en échec, en impasse, c'est évidemment quelque chose qui peut être très violent. De la même manière que il y a aussi cette notion que on doit tout sacrifier pour le soin. Et puis on peut aussi y ajouter que nos environnements sont rudes. Et il faut le dire aussi, je pense qu'il y a aussi une culture, notamment à l'hôpital, qui n'est pas une culture de violence, mais de rudesse.
Les médecins sont historiquement élevés à la dure. Et ça se transmet. L'encadrement, au sein même des filières professionnelles soignantes, ça peut être parfois rude. Tout ça crée une culture, une histoire. C'est remédiable, mais enfin, ça existe. C'est évidemment pesant. Et puis, il y a ce que vous avez dit, pardon de le répéter, aussi cette propension à ne pas en prendre même conscience. Là, je m'éloigne de la santé mentale. Moi, on a malheureusement connu des décès de médecins. On à la Rivoisière, chef de service des urgences, qui meurt quelques heures après être tombé. Il avait une tumeur dont il n'avait jamais voulu entendre les signes. Et il meurt le lendemain. Donc ça, c'est évidemment quelque chose de présent. Donc voilà, je pense que vous l'avez dit, oui, il y a une responsabilité institutionnelle. Donc c'est la raison de cet engagement. Je me permets d'y ajouter, qui du coup forcément se décline très collectivement aussi, parce que je pense que c'est important que tout le monde en porte sa part, que ce ne soit pas uniquement le sujet d'une direction, d'une institution, mais c'est une longue bataille, je dirais. Ça nécessite de faire bouger beaucoup de choses, et je pense qu'il y a aussi un travail à mener sur la culture managériale, et derrière cette notion de culture managériale qui concerne toutes les chaînes managériales. Et je le dis aussi bien pour les managers, agents de direction, que cadres, et que médecins et chefs de service. Je me permets d'insister, il y a aussi un sujet quand même aussi dans le fonctionnement des équipes médicales, autant que sur toutes les chaînes hiérarchiques qui existent. Parce que et d'ailleurs, c'est intéressant de voir à quel point, enfin, d'ailleurs, ça remonte. Tout ça a été quand même très couvert par une chape de plomb. Voilà. Et je pense que là, aujourd'hui, nous, on passe beaucoup de temps, et quelque part, on pense que c'est bien, à gérer des sujets de conflit et de mal-être et de grande souffrance. Et dont, effectivement, très souvent, les personnes, comme on dit dans notre jargon, signalées, tombent des nues. On ne sait même pas de quoi me parle-t-on. Ça fait 30 ans que je fais comme ça, je n'ai même pas compris où est le problème. Voilà. Donc je pense qu'on a ce travail à faire, et donc on s'y engage avec à la fois beaucoup de détermination, et puis d'humilité aussi, parce que c'est évidemment difficile, et qu'on sait que voilà, ça va passer par à la fois plein de choses, voilà, des campagnes d'information, et d'ailleurs ça marche les campagnes d'information. Ça fait 2 ans qu'on fait des campagnes d'information sur le harcèlement. On a une augmentation du nombre de signalements tout à fait impressionnant. Dire signaler fait qu'on a plus de signalements. Et après, il faut les traiter avec sérieux, mais on a quelque chose qui, je pense, fonctionne. Je le dis pour la responsable syndicale de Mondor, oui, nous, on regarde tout, et quand parfois un syndicat nous signale un comportement d'un responsable hiérarchique, on donne suite, on regarde, on enquête, on investigue, même quand ça concerne un responsable haut placé dans une direction. Parfois, je vous taquine, parfois on a des signalements entre syndicats, mais c'est plus compliqué. Là, pour le coup, là, on essaie de faire les choses, mais on se fait beaucoup plus souvent engueuler simplement de faire le travail de droit commun pour essayer d'objectiver les comportements. Il y a le dialogue, qui, je crois, est vraiment la clé de tout. Il faut pouvoir se parler dans les équipes. Ça renvoie à la fois à une question de temps, à avoir le temps de se parler, mais aussi créer les cadres, se former pour ça. On appelle ça les espaces de dialogue sur le travail, qui ont démarré depuis je dirais 1 an et demi, 2 ans, qui sont super. Déjà, partout, ces formats, ces temps collectifs existent. Ils produisent des effets formidables. Et les témoignages qu'on en a sont vraiment très positifs. Et on voit bien que c'est pas un truc plaqué, c'est quelque chose dont on pense que ça va vraiment s'installer. Après, il faut reformer parce que il y a du turnover, donc quand un cadre s'en va, il faut pouvoir continuer. Mais je pense que ce sont des sujets très importants. Il faut écouter. Et donc c'est vrai que nous, on a réintroduit, enfin ça existait peut-être il y a fort longtemps, un baromètre. Donc on pose chaque année des questions très simples. On l'a fait déjà 2 fois, on recommence en janvier, c'est à chaque année. Et c'est là, on peut dire des choses. Hein. On a toutes les questions
sont posées pour pouvoir à un moment donné signaler ce qui est une souffrance au travail, une violence au travail, un mal-être, un stress. Ces questions sont posées et on peut les attraper. Mais la question des conditions de travail, elle est de toute façon évidemment au cœur de ce qu'on essaie de faire. Voilà, vous avez parlé, professeur Bellivier, des vagues de départ. On en a connu une belle, là, post-Covid. On est en train de progressivement la surmonter, puisque notamment sur les professionnels infirmiers, on n'est pas loin d'avoir retrouvé notre effectif de 2019, même si c'est pas partout encore le cas, mais globalement, en grand nombre, on n'est pas loin d'avoir retrouvé ces 2200 postes perdus. Mais on sait que tout ça, c'est parce que on l'a fait que c'est terminé. On voit bien que c'est une bataille en cours et que de se dire que justement travailler sur les conditions pour fidéliser, donner envie de rester et créer les conditions qui font qu'on reste, c'est la bataille de demain. C'est pas de se dire ça y est, l'objectif est atteint, on lève le crayon et on ne fait plus rien. La formation, vous l'avez dit, et puis en parler, parce que je pense que c'est finalement plus important. On n'ose pas parler de ça. Et je pense qu'on l'ose d'autant moins dans nos structures dites de soins. Je pense qu'il y a quelque chose là qu'il faut réussir à poser, à imposer, à installer et à diffuser en profondeur, parce que là, on est quelques-uns. Enfin, on est quand même 100 000 à la paix. On a 38 établissements, on a 800 services. Donc, il faut y aller quand même pour que ça redescende. Voilà. Il va falloir mettre beaucoup d'énergie, de détermination, et puis voilà, de travailler dans la durée. Voilà. Et donc, je pense que cette charte est un caillou important, mais sur un chemin qui va être long. Mais enfin, comme il est important, on va donc procéder. Merci à tous. Merci beaucoup. Donc, je vous invite effectivement à rejoindre la table pour pouvoir honorer la signature de cette charte de la santé mentale. Oui, les intervenants peuvent se mettre effectivement, je pense, peut-être derrière le directeur général et haute carrière. Merci.